Donc bonjour à tous et ravi de vous retrouver en 2024 pour ce webinaire. Donc nous allons traiter aujourd'hui le sujet des violences sexistes et sexuées au travail. Donc je suis Vincent Garneau, je travaille à la Chambre de commerce Occitanie et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire donc en compagnie de nos intervenantes du jour. Donc Aline Neveu pour Prévali, donc il y a le docteur Gwenalia Marcové pour le SMTI 82, donc, et nous avons également Virginie Nègre et Sophie Pantel de la DRETS Occitanie. Donc, juste en introduction, préciser que cette action, en fait, VSST, fait suite d'une dotation exceptionnelle du PST4 qui a été attribuée pour le PRST Occitanie. Donc, c'est une action qui a démarré donc, en 2023 et qui va se prolonger en 2024. Et on a même je pense que ça va se prolonger même jusqu'en 2025. Donc, c'est un sujet d'actualité, hein. On le voit de plus en plus malheureusement sur notre vie de tous les jours ces dernières années et on le retrouve voilà, fatidiquement par ricochet aujourd'hui dans la vie des entreprises, hein, ce sujet. Il faut bien entendu le prendre comme un risque professionnel. Et bien que les premiers textes datent de 2014, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est très peu mis en place dans les entreprises. Bon, pour rappel, on a traité ce sujet l'année dernière lors d'un webinaire au mois de juillet. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas suivi, à aller le voir en replay sur notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en fin de ce webinaire. Donc sur l'heure que nous allons partager, l'objectif en fait c'est de vous proposer un état des lieux du contexte et des enjeux d'aujourd'hui, préciser les différentes natures de ce risque et identifier les répercussions qu'il peut avoir au sein du milieu professionnel. Donc on va également vous proposer un modèle de méthodologie et vous proposer les outils qui ont aujourd'hui été développés par le PRST Occitanie pour répondre en fait à ce risque. Voilà. Mais c'est surtout en fait vous donner aussi envie de venir aux matinales qui sont organisées donc de février à avril dans l'ensemble des CCI territoriales. Donc vous retrouverez les dates en fin de webinaire. Voilà, donc et pour conclure ce webinaire, il y aura un temps d'échange avec nos experts. Donc pour cela, en fait, vous avez l'espace conversation où vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau. On les reprendra en fin de webinaire. Voilà, nous vous ferons également réagir par l'intermédiaire de sondages. Il y a des films qui vont être diffusés et en fin de webinaire, il y aura un questionnaire de satisfaction. Voilà, donc je rappelle juste que ce webinaire est enregistré et que vous aurez également le support qui seront disponibles d'ici la fin de la semaine via votre conseiller CCI local. Donc pour entamer, je vous propose de passer un petit film pour se mettre de suite dans l'ambiance. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Voilà un film d'introduction de Blue, du coup, la nouvelle campagne qui a été développée dans le cadre du nouveau plan régional santé-travail. Virginie, je vous laisse la suite. Virginie, du coup, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez vu le film ou pas? Oui, 2 fois. Je ne sais pas Deux si c'est le fois. cas pour tout le monde. Bon, du coup, voilà, je pense que tout le Je monde. vois non. Je viens de lancer le film, personne ne l'a vu?
Moi, il démarre bien sur mon PC. Moi aussi. Bon, a Donc, priori, oui, oui, c'est bon, a priori. La majorité l'ont vu. Donc, c'est bon, d'accord. on peut continuer. On peut y aller. Donc, je vais. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en tout cas, il est à disposition sur notre site internet. Donc, vous pourrez le revisionner et, le cas échéant, le passer. Donc, je vais me présenter dans un premier temps. Je m'appelle Virginie Nec. Je suis responsable du service santé sécurité au travail à la DRETS Occitanie. Et je vais faire une petite introduction autour du contexte et vous apporter quelques définitions sur ces violences sexistes et sexuelles au travail. Juste vous expliquer effectivement qu'on s'inscrit là dans un contexte dans le cadre du plan régional santé-travail 4, qui est un plan qui réunit tous les acteurs de la prévention. Nous avons souhaité nous intéresser particulièrement à la santé au travail des femmes, qui était un sujet qui était peu traité ou traité dans chaque action, mais de manière extrêmement diffuse. Et un groupe de travail composé d'acteurs de la prévention, l'État, la DRETS en l'occurrence, euh, quelques services de prévention et de santé au travail en Occitanie, SMTI 82, le SMISA à l'Est, Prévali et PALS, la CARSAT et la RACT ont décidé de mener une action spécifique sur les violences sexistes et sexuelles au travail, puisque c'est un risque professionnel à part entière et c'est ce que nous souhaitons porter. Pour ce faire, nous avons bénéficié, comme l'a dit Vincent Garneau, il n'y a pas d'affichage de PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit mon support? Parce que en même temps, je lis, oui, donc tout va bien. Certains ne le voient pas, j'en suis désolée. Donc oui, vous allez bénéficier du support. Je poursuis. Donc on a bénéficié d'une dotation exceptionnelle, d'un financement du ministère du Travail à travers le plan santé-travail pour créer des outils qui sont à disposition sur notre site internet, mais aussi mettre en place des journées de formation, d'abord à destination des préventeurs pour qu'ils puissent accompagner les entreprises et également à destination des entreprises, et c'est ce qui va se produire en 2024, puisqu'on va vous proposer, on vous l'expliquera plus tard, un VSST Tour. Donc, en 2023, que s'est-il passé? Nous avons mené 12 actions de formation à destination des acteurs de la prévention du PRST. On a réuni plus de 230 participants. Et aujourd'hui, ces préventeurs sont en capacité d'accompagner les chefs d'entreprise à la prévention de ces violences. Et puis, nous avons mis en place, grâce à l'association ID3, qui est notre expert, qui nous accompagne dans ce projet, un kit complet pour prévenir ces violences. D'abord, que signifie violence sexiste et sexuelle au travail? On va y revenir. Comment on peut le diagnostiquer dans son organisation du travail, comment on peut l'accompagner, mais aussi comment on peut signaler, traiter des situations de violence. Et enfin, nous proposons un petit quiz pour faire une révision de connaissances. Alors, vous voyez apparaître sur la droite de mon écran ce qu'on appelle le Préventomètre, qui est un outil à disposition sur notre site internet et qui permet à l'entreprise de se positionner et de voir où elle se situe par rapport à ces violences. Nous proposons également en même temps, et vous en avez eu l'illustration par la projection de cette vidéo, une campagne de communication autour de plusieurs actions du PRST, dont les violences sexistes et sexuelles au travail. Une campagne qui a pour objectif de créer un esprit de proximité avec les entreprises, de cibler particulièrement les employeurs de TPE, PME, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, mais également les jeunes. Et il s'agit d'affiches, de vidéos avec une tonalité plutôt positive qui permettent de prévenir ces violences. Alors, ces affiches, ces vidéos sont à votre disposition sur notre site. Donc, vous pouvez tout à fait les imprimer, tout à fait les passer lorsque vous souhaitez organiser des sensibilisations et les mettre à disposition de vos salariés et, si vous êtes préventeur, des entreprises et de votre public. En 2024, bien, nous prévoyons, mais Sophie Pantel y reviendra en fin de webinaire, un VSST Tour. Nous allons faire le tour d'Occitanie pour sensibiliser toutes les entreprises au sein des CCI départementales. Et nous allons mettre en place aussi un réseau d'experts référents qui vont permettre justement à l'entreprise de se former, de se sensibiliser grâce à ces experts qui pourront les accompagner dans la mise en place d'actions de prévention.
Voilà, j'en ai terminé sur le contexte. Je souhaitais simplement revenir très rapidement avant de laisser la place à mes partenaires sur que signifie justement violence sexiste et sexuelle au travail. Donc, je souhaitais revenir sur 3 définitions. La première, c'est l'agissement sexiste, la seconde, le harcèlement sexuel et pour finir, l'agression sexuelle. Donc, l'agissement sexiste, c'est un agissement lié au sexe de la personne qui a pour objet, pour effet, de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, je vais vous prendre un exemple assez typique. Vous travaillez au sein d'une entreprise, vous avez la chance d'être blonde comme moi et on vous dit ne fais pas ta blonde parce que vous faites une remarque qui paraît pas en phase avec ce que souhaite votre interlocuteur. Donc là, c'est typiquement un agissement sexiste. La deuxième définition, c'est le harcèlement sexuel. Alors là, le harcèlement sexuel, la définition est dans le code du travail. Il s'agit de propos ou de comportements à connotation sexuelle répétée qui portent atteinte toujours à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit en créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, on parle d'agissement répété, mais dans certains cas, le harcèlement sexuel n'est pas obligatoirement lié à un agissement répété. On assimile effectivement au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Alors là, j'ai pris un exemple qui est assez parlant. Un employeur rentre discrètement dans le vestiaire pendant que son salarié est en train de se changer. Bon, déjà, ça ne se fait pas. Le caresse et l'embrasse dans le cou en lui disant que s'il est gentil avec lui, il pourra progresser dans l'entreprise. Donc là, c'est assez parlant. On estime que la pression est tellement grave qu'il s'agit d'un harcèlement sexuel, même si ça ne se produit qu'une seule fois. Et enfin, on parle aussi d'harcèlement sexuel d'ambiance au travail, c'est-à-dire ce sont des propos à connotation sexuelle répétée qui créent une situation dégradante même s'ils ne visent personne en particulier. Je suis en salle de pause, de repos et mes collègues font des blagues complètement obscènes et ça devient insupportable pour moi. Là, on peut parler d'harcèlement sexuel également. Ensuite, et pour finir, l'agression sexuelle. Donc, l'agression sexuelle, là, j'allais dire, dans l'ordre de grandeur et de gravité, il y a d'abord l'agissement sexiste, ensuite le harcèlement sexuel, et pour finir, l'agression sexuelle constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'agression sexuelle est définie dans le code pénal. Donc, on parle d'agression sexuelle quand il y a un contact physique sans consentement clair et explicite. J'insiste sur clair et explicite. Dans une des parties du corps suivantes, le sexe, les fesses, les cuisses, la poitrine, les baisers, ou frotter son sexe sur n'importe quelle partie du corps de la victime. Exemple, embrasser un collègue, ou une collègue par surprise, y compris si elle ne dit pas clairement non, ou ne se défend pas, constitue une agression sexuelle. Voilà, donc vous voyez apparaître sur la droite de l'écran des petites fiches. Ce sont les fiches qui sont à votre disposition sur notre site internet, qui reprennent tous les éléments que je vous ai donnés de définition, mais également des exemples, d'autres exemples qui peuvent un peu illustrer mes propos. Voilà, moi j'en ai terminé, donc je vais laisser la place à Gwenaëlle Yamarkova, le docteur Yamarkova, qui va poursuivre ce webinaire. Bonjour. L'idée, en fait, donc, je suis Gwenaëlle Marcouvet, je suis médecin du travail et sexologue au SMTI 82 dans le Tarn-et-Garonne. Et en fait, l'idée est de revenir sur les différentes définitions qu'a pu vous donner Virginie Nègre à travers un sondage et à travers aussi des différentes qualifications qu'on donne au agissement sexiste pour que vous compreniez bien comment on qualifie, puisque c'est une fois qu'on est arrivé à qualifier les choses qu'on arrive à mieux les comprendre et mieux voir éventuellement ce qui se passe aussi dans nos propos ou dans les propos de nos collègues. Donc, on va commencer par un petit sondage. C'est moi qui le lance, Vincent, ou c'est vous?
Pardon, j'avais mon micro coupé. Oui, oui, c'est moi qui le lance, désolé. Du coup, il y a trois questions, donc ça a dû apparaître soit dans l'espace de conversation ou soit directement en fait sur votre centre de l'écran. Voilà, l'idée c'est on a repris des situations et de qualifier en fait, euh, voilà, soit si du sexisme bienveillant, sexisme hostile ou carrément de l'harcèlement sexuel. Donc vous avez trois questions qui sont posées. Voilà, je vois que les premières réponses arrivent. Donc vous faites défiler. Et du coup, le docteur nous répondra voilà, sur les réponses qui ont été faites. Ouais, c'est vrai, je vois que vous répondez. Moi, je vois bien les résultats. Gonal, c'est bon aussi. Hop, je vois pas les résultats. Ok, là, je vais les commenter du coup. Donc, on laisse encore quelques petites secondes là au dernier pour répondre. Donc, sur les premiers résultats, en fait, la question numéro un, donc ma cocotte, mes petits cocos, ma belle, mon poussin, de quoi s'agit-il? Donc, il y a 59% qui ont répondu du sexisme bienveillant, 23% du sexisme hostile et 17% de l'harcèlement sexuel. Donc effectivement, c'est bien du sexisme bienveillant, puisque en fait, sous prétexte de petits noms gentils, il y a quand même un environnement qui se crée qui peut être humiliant et dégradant, mais sous une forme plutôt gentille. Alors le mot bienveillant est à prendre entre guillemets, mais néanmoins c'est qualifié voilà, de sexisme bienveillant, puisque c'est des petites terminologies quand même, et globalement, on ne choisit pas nécessairement de se faire appeler de la sorte. Donc, c'est sexisme bienveillant. Question numéro 2. Alors, les filles, la réunion de Tupperware. C'est la réunion de Tupperware. Donc là, il y a 76%, donc la majorité, qui ont répondu sexisme hostile. 19% sexisme bienveillant et 5% harcèlement sexuel. Donc, effectivement, c'est du sexisme hostile, puisque globalement, on octroie les femmes dans une fonction qui est liée à la cuisine et donc dans des stéréotypes de genre. Et donc, effectivement, c'est du sexisme hostile. Et donc pour la troisième et dernière question, tu as mis ton décolleté pour moi, j'adore. Donc là, on voit bien que voilà, 80% des réponses ont identifié le harcèlement sexuel, 17% sexisme hostile et 2% le sexisme bienveillant. Effectivement, harcèlement sexuel, vous savez tout. En fait, c'est des exemples que vous pouvez trouver dans le préventomètre que vous a présenté Virginie Nègre et qui vous permettent un petit peu de voir justement où vous en êtes dans votre entreprise ou dans vos collectifs de travail. Et si c'est des choses assez fréquentes, du coup, si vous êtes plutôt dans un environnement de travail non sexiste ou plutôt dans un environnement de travail sexiste et avec les différents degrés que l'on va revoir ensemble. Donc, du coup, effectivement, il y a aussi des environnements qui existent qui sont non sexistes et ce qui peut définir un environnement sexiste de non sexiste, au-delà des différentes remarques et des choses comme ça, c'est la notion de consentement et c'est le non-consentement, ou du moins le consentement donné de manière non explicite, qui définit du coup la violence. Donc, on va regarder une petite vidéo sur la tasse de thé que vous connaissez peut-être et que du coup, on va passer.
Donc, j'espère que tout le monde a bien vu la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous regarderez sur Internet ou sinon dans le diaporama qui vous sera envoyé. Vidéo tasse de thé, on les trouve assez facilement dans une version anglaise ou française. Donc, ce qui définit en fait la notion de violence sexiste et sexuelle et au-delà la notion de harcèlement sexuel, en fait, c'est ce consentement ou ce non-consentement dans le cas de harcèlement sexuel. Et dans la séduction, en fait, il y a un rapport d'égalité où globalement, à tout moment, on peut retirer son consentement et on évolue de manière équivalente. Dans du harcèlement sexuel ou dans une situation de violence, il y a un rapport de domination qui fait qu'une personne exerce son emprise sur une autre et qui fait que le but, en fait, est différent, l'intention est différente et c'est de la dénigrer, de la rabaisser, d'être irrespectueux et du coup, la victime se sent mal, est humiliée, angoissée et donc il se retrouve dans des situations et dans un mal-être psychique et physique. Donc l'idée aussi, c'est que chaque fois, on se base du point de vue de la victime. Donc, c'est pas parce que moi, ça me fait rien pour X ou Y raison, c'est que ça ne fait rien à mon collègue ou à ma collègue. Et donc, c'est vraiment le ressenti de chacun qui est différent, d'où l'intérêt de chaque fois revenir aux définitions et de faire attention qu'effectivement, ce consentement est donné à chaque étape. Donc, le harcèlement, il peut être verbal, ça peut être des propos, effectivement, quelqu'un qui commente systématiquement tous les matins ses ébats sexuels de la veille, c'est assimilé à du harcèlement sexuel. Bien entendu, des remarques de nature sexuelle, mais également des remarques sur la tenue. Si systématiquement, quand je me mets en jupe, j'ai Victor qui me dit, « Oh mon Dieu, tu as une jolie jupe » ou alors j'ai une ligne qui dit, mon Dieu, cette chemise, elle te fait des pectoraux de folie. Il y a peut-être aussi des questionnements à se poser quant à ces remarques sur la tenue. Et de la même manière, ça peut être des gestes, des attitudes. On a tous vécu pendant la Covid cette notion de distance et souvent, quelquefois, on a pu être content en fait de ne plus avoir à faire la bise et de ne plus avoir ces frôlements et ces effleurements qui n'étaient pas franchement consentis. De la même manière, ça peut être les fameux calendriers et un calendrier en fait que l'on affiche dans un environnement de travail, que ce soit dans un bureau individuel ou dans un open space. En fait, la personne qui entre ne choisit pas d'être face à ces images et ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Et ça peut être aussi des convocations en dehors des heures habituelles, la fameuse promotion canapé, Monsieur, tu veux le poste, viens à 22 heures chez moi et puis on arrangera ça. C'est effectivement du harcèlement sexuel. On imagine et on voit des fois au niveau de notre vie quotidienne des faits qui concernent plutôt les femmes. Effectivement, on estime qu'une femme sur trois, en fait, dans sa carrière professionnelle, est victime de harcèlement sexuel au travail. Mais néanmoins, il y a aussi beaucoup d'hommes. On estime un homme sur 13. Et on voit que la parole a encore du mal à se libérer pour les hommes. Donc, ça, c'est en termes de harcèlement sexuel. Quand on regarde les comportements sexistes et sexuels au travail, c'est 41% des femmes et 15% d'hommes. Et effectivement, ce sont plutôt les hommes ou les femmes jeunes qui sont confrontés à ça. Euh, Peut-être parce qu'après, avec l'âge, on développe une confiance ou une posture professionnelle où on a des postes aussi qui sont un petit peu moins dans la précarité, qui fait qu'on y est un peu moins exposé. Et le plus souvent, c'est le collègue qui est à l'origine de ce harcèlement sexuel. Bon, déjà parce qu'en général, on a plus de collègues. Et donc, tout l'intérêt d'être vigilant par rapport à ça. Ça peut être effectivement aussi le patron, les supérieurs, mais aussi les clients. Et des fois, on en oublie la notion de client. D'où l'intérêt aussi dans vos entreprises de faire attention à de quelle manière, en fait, si s'il y a une ambiance sexiste, en fait, de quelle manière, éventuellement, on peut réagir s'il y a un client qui a un geste déplacé. Et donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir en discuter avec la direction, de pouvoir le faire remonter à la direction pour qu'effectivement, il y ait des décisions qui soient prises et qu'on mette fin à cela. Mais encore faut-il que la direction soit au courant, puisque dans 70% des cas, la direction, en fait, sur une enquête de 2018, n'était pas au courant des faits. Donc, pareil, je rabâche, mais c'est l'idée. Donc, du coup, on a des agissements sexistes avec un sexisme donc, qui peut être bienveillant, masqué ou hostile, avec différentes gradations. Un harcèlement sexuel
où en fait il peut être répété ou non répété s'il y a une forme de pression hiérarchique ou alors s'il est commis par plusieurs personnes sur une même individu. Et une agression sexuelle, donc l'agression sexuelle en fait induit un contact physique. On ne peut pas parler d'agression sexuelle s'il n'y a pas de contact physique. Voilà un petit peu pour les différentes définitions. Et l'idée, c'est vraiment d'intervenir quand on peut encore intervenir à la notion au moment des agissements sexistes, puisque en fait, un petit peu comme dans l'industrie, si globalement on est presque dans une situation d'accident de travail, mais si on ne fait rien, cet accident de travail de presque AT peut devenir un AT sans arrêt, un AT avec arrêt, voire un AT mortel. Donc l'idée, c'est d'agir quand on peut encore agir, d'où la nécessité de prévenir dès les agissements sexistes les propos ou les actes. Donc, pareil, donc 2 évaluations, l'évaluation objective par le biais des tribunaux, des définitions, et ensuite l'évaluation subjective qui est toute cette perception individuelle qui fait qu'en fonction de notre vécu, on n'a pas la même notion de l'offense, on a des conséquences individuelles qui sont différentes. Donc rapidement, les conséquences individuelles, elles peuvent être physiques et psychiques. C'est vrai que si j'ai systématiquement Alain qui fait des remarques sur mes tenues, je vais peut-être avoir du mal à aller travailler le matin. Je vais peut-être avoir à me demander beaucoup de fois comment je vais m'habiller, à me demander comment je vais ne pas croiser Alain du tout dans la journée, donc ce qui va me générer de l'angoisse, ce qui va faire que peut-être je ne vais pas aller au poste déjeuner, que du coup je vais me couper du collectif. Le collectif qui est également témoin de ça va être mal à l'aise. Et ensuite, comment ça va faire avec mon entourage, avec mes enfants. Et au niveau du collectif, si l'ambiance est dégradée et qu'après il y a des contentieux, ça a effectivement des impacts sur le collectif de l'entreprise et sur l'entreprise en elle-même. Dernière diapo, après je passe la main à ma collègue. Donc effectivement, il y a des individus, c'est une notion individuelle. Ça peut être Alain, Victor, Emeline, ou voilà, qui auront peut-être des comportements et des propos déplacés. Mais ces choses-là aussi se font dans une entreprise où effectivement il y a une certaine tolérance qui peut être mise en place, une certaine tolérance qui peut être liée aussi à des conditions de travail et d'emploi aussi, puisqu'il y a des cultures aussi d'entreprise où effectivement ce genre de choses a peut-être plus lieu d'exister. Et ensuite, on sait que, par exemple, si j'ai un statut, comme on disait tout à l'heure, de précarité, je vais peut-être moins oser remonter les faits à ma direction. Si je suis intérimaire, si je dois être en cours d'évolution professionnelle. De même, on sait que les entreprises où il y a peu de mixité, s'il y a beaucoup d'hommes, effectivement, ça va être peut-être plus compliqué en tant que femme pour m'y intégrer, ou également, s'il y a beaucoup de femmes, ça crée des conditions favorables au développement du sexisme. C'est pas c'est des conditions favorables. Ça peut ne pas se développer aussi. Des relations peu ou très peu hiérarchisées, des conditions de travail, s'il y a du travail isolé, du travail de nuit, des objectifs chiffrés et des relations effectivement avec la cliente. Voilà. Merci, Aline. Faut juste activer le micro, ça sera bon. Exact. J'étais concentrée sur la prise de contrôle. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Aline Neveu, psychologue du travail au sein de Prévali, qui est donc le service de prévention et santé au travail toulousain. Donc, maintenant qu'on a appréhendé les définitions et les conséquences que ça pouvait avoir tant sur l'individu que sur le collectif de travail, je vais vous présenter un petit peu quelles réponses nous pouvons faire au sein de nos entreprises. Donc, dans un premier temps, on peut déjà s'appuyer sur le Code du travail qui nous donne déjà quelques informations puisqu'on nous dit que voilà, c'est une obligation de prévention, hein. Chaque employeur est soumis à cette obligation de prévention et doit donc prévenir les risques professionnels. Les violences sexistes et sexuelles au travail, on l'a dit en introduction, elles intègrent ces risques professionnels. Donc, une fois qu'on sait ça, la loi nous dit il faut évaluer ce risque et mettre en place des actions de prévention. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur la méthodologie et c'est pour ça que le groupe du PRST4 a travaillé, a réfléchi longuement sur une méthodologie à proposer avec des outils pour pouvoir accompagner les entreprises à
à définir un petit peu tous ces sujets au sein de son organisation. Donc, quand on parle de plan d'action, on parle souvent de 3 niveaux de prévention. C'est important que les actions de prévention, elles soient visibles, tant en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, prévention primaire, on va être sur vraiment l'idée qu'il faut supprimer le risque. Il faut vraiment annuler, rendre le moins visible possible cette situation. Donc là, typiquement, dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, je vous ai mis un exemple sur la slide, mais ça va être par exemple repérer peut-être s'il y a du travail isolé au sein de votre entreprise, parce qu'on sait que ça peut être un risque particulièrement fort et créer un sentiment de vulnérabilité. En prévention primaire, on est sur le fait de supporter un risque qu'on ne peut pas supprimer. Donc, accompagner les salariés à vivre mieux une situation, en tout cas à encadrer cette situation pour qu'elle n'ait pas de conséquences sur la santé des équipes. Donc là, par exemple, ça va être de former les salariés à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, de la former au repérage, aux comportements qui sont justement proscrits. Et enfin, la prévention tertiaire, donc là, on est plus sur une action de réparation. Et donc, on est sur, alors l'exemple que je vous ai donné, ça va être par exemple de travailler sur les procédures de signalement, quel accueil je réserve à la victime, vers qui je l'oriente, est-ce qu'il y a des référents dans mon entreprise, est-ce que c'est connu, communiqué. Enfin, vous voyez que voilà, chaque niveau de prévention a bien son objectif. Ce qui est important, enfin le message à souligner ici, c'est de se dire que si on ne fait pas, on ne met pas en place ces 3 niveaux de prévention, finalement, ça peut renvoyer un message qui est décalé. C'est-à-dire que si on a bien travaillé sur ces procédures de signalement, mais qu'en amont, on n'a pas travaillé sur la prévention primaire en évaluant les risques ou en formant, par exemple, les managers, on est un peu en décalage parce que ça veut dire qu'on accompagne les salariés si toutefois il y a quelque chose, mais on ne prévient pas ce risque. Et c'est vrai pour les 3 niveaux. Donc, les 3 niveaux de prévention sont très importants. Donc, on parle d'action de prévention. Alors, je vois en tout petit, moi, mon écran. Je vais essayer de le grossir un peu. C'est pas beaucoup plus gros. Donc, on parle des 3 niveaux de prévention, mais comment on fait pour les mettre en place? Alors, premier élément, avant de vous détailler un petit peu la méthodologie qui peut être appliquée, c'est la mobilisation de l'employeur. C'est essentiel que si on s'intéresse au sujet des violences sexistes et sexuelles au travail dans votre entreprise, il faut que l'employeur soit mobilisé puisque ça va vraiment être le pilote de la démarche. C'est vraiment la personne qui va porter le sujet et qui va donner le ton sur la dynamique de la démarche. Donc, dans un premier temps, alors on a longuement réfléchi avec les acteurs et actrices du PRST pour savoir comment on pouvait mener cette démarche. Et la première étape, c'est déjà de faire un état des lieux en analysant l'existant, puisque finalement, quand on arrive dans une entreprise pour travailler sur le sujet, c'est pas tout à fait la même chose de travailler avec une entreprise dans laquelle il n'y a pas de situation avérée, ou en tout cas connue, que d'accompagner une entreprise qui a déjà potentiellement des situations bien avérées et connues. Donc, on fait un état des lieux et on va justement adapter la méthode en fonction de cela. Toujours dans un premier temps, on vérifie sa conformité avec le cadre réglementaire. Donc, on en a parlé précédemment, mais ça va être le fait de nommer des référents harcèlement sexuel, de les former, d'avoir des procédures de signalement claires, de l'affichage, etc. Donc voilà, on se met à jour sur déjà ce premier niveau et ensuite on peut travailler sur donc la deuxième étape qui va être l'évaluation des facteurs de risque présents dans l'organisation du travail. Et là, c'est quelque chose d'assez nouveau en matière de VSST, puisque vous savez que pour d'autres risques, notamment les risques psychosociaux, il y a tout un tas d'outils qui existent et qui sont utilisés par les préventeurs et qui permettent de cartographier, d'évaluer les risques psychosociaux. Ce n'était pas le cas pour les VSST. Et donc, au sein du groupe, accompagné par le cabinet des 3, on a pu créer un outil qu'on vous présentera lors des matinales et dont je vais un petit peu vous parler aujourd'hui, mais un outil de diagnostic. Donc, on fait cette évaluation
Et donc, vous verrez quand vous irez le regarder sur le site du PRST que assez rapidement, on met en lumière les facteurs de risque qui sont les plus prégnants et donc ça vous aidera à mettre en place des actions de prévention qui sont très concrètes et qui répondent vraiment à votre besoin. Comment on s'y prend exactement? Alors déjà, pour mettre en place ce type de démarche, c'est important de respecter différentes étapes et de suivre une méthodologie parce que c'est exactement comme si on parlait d'une démarche projet. Il y a un début, une fin, et au milieu de ce projet, il y a un certain nombre d'étapes. Donc, dans un premier temps, on va venir organiser la démarche, donc c'est-à-dire définir les acteurs, c'est-à-dire qui s'en occupe. Donc, on préconise de constituer un petit groupe de travail où la présence de l'employeur est vraiment importante. Et donc, ce petit groupe de travail, il va réfléchir à finalement comment mettre en place cette étape d'évaluation. Dans un deuxième temps, on va recueillir les données, donc en s'appuyant sur l'outil d'évaluation cité précédemment, puis analyser les données, donc c'est le rôle de ce petit groupe de travail, et ensuite de construire un plan d'action. Donc, cette évaluation, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous faites passer l'outil d'évaluation au sein d'un petit groupe de travail paritaire, soit vous le faites comme vous le faites pour les autres risques professionnels, c'est-à-dire à partir des unités de travail, puisqu'on sait, et donc Dr Yama Corbeil l'a présenté précédemment, on n'est pas soumis aux mêmes risques professionnels en fonction de notre métier. C'est pas, on peut avoir des métiers donc différents avec des risques différents et une exposition différente. Donc peut-être que, je sais pas, le service d'accueil par exemple d'une structure ne va pas être exposé au VSST de la même manière qu'un service logistique. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez peut-être visualiser un petit peu mieux comment en pratique ça se passe, comment on évalue et puis quelles actions on a pu mettre en place au sein d'une entreprise. Donc là, c'est un bureau d'études d'à peu près 80 salariés et le sujet, c'était que les salariés exprimaient être victimes de propos à connotation sexiste et sexuelle lors de leurs échanges, lors de leurs rencontres avec les clients et les prestataires. Donc là, l'idée de départ, c'était de mettre en place plutôt une sensibilisation à l'idée à l'intention des salariés, parce que c'était la demande de l'entreprise, mais finalement, en discutant avec eux, en y réfléchissant, on a bien vite déterminé que ce n'était pas ce qui était adapté, puisque finalement, le risque, il venait principalement de l'extérieur. Donc, il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus important à faire, d'évaluer bien les situations à risque pour pouvoir développer des actions précises et adaptées. Donc, en quelques étapes, j'ai mis les grandes étapes dans les petits triangles de 1 à 6. Vous avez les acteurs qui étaient concernés dans les petits bandeaux colorés et donc les étapes qui sont écrites juste à côté. Donc, dans un premier temps, on a fait ce qu'on appelle l'analyse de la demande, c'est-à-dire que j'ai rencontré la direction pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel l'entreprise se trouvait, les enjeux de l'entreprise, son actualité, et surtout parce qu'il amenait finalement à travailler sur ce thème-là dans cette temporalité. Une fois que j'avais bien compris les contours, enfin le périmètre et le sujet, j'ai demandé à l'entreprise de mobiliser un petit groupe de travail. Donc, l'employeur a été tout à fait d'accord avec cette idée et donc ils ont monté un petit groupe de travail paritaire. Donc, il y avait la direction, le service RH, la référente harcèlement sexuel, 2 managers et 3 salariés qui représentaient un petit peu les différents pôles de la structure. S'en est suivi la réunion de lancement. Donc, ce groupe de travail s'est rencontré pour la première fois pour justement participer à cette réunion qui avait pour objectif de sensibiliser les acteurs et les actrices de ce groupe. Donc, on a mené une petite sensibilisation au VSST pour harmoniser les connaissances et pour définir justement la méthodologie qu'on allait appliquer pour évaluer les risques présents dans l'organisation et donc pour organiser l'intervention. Donc, on a mené cette évaluation auprès de petits groupes de salariés. Donc, ils ont fait des petits groupes par unité de travail. Donc, on fait à peu près 3-4 personnes par groupe.
Et donc, on a fait passer voilà, l'outil d'évaluation que vous retrouvez sur le site UPRST, et ça balayait assez bien finalement toutes les questions liées à l'organisation du travail, aux conditions d'emploi, tout ce qui pouvait être aussi lié aux questions du droit du travail. Et ça a permis de mettre en lumière très rapidement, finalement, des situations un petit peu complexes. Donc, ce groupe s'est réuni une dernière fois pour construire ce plan d'action, pour discuter des actions et les mettre en œuvre. Et donc, les actions qui ont été imaginées, eh bien, alors je vous en ai mis quelques-unes, mais il y a eu déjà dans un premier temps la formation des managers, puis des salariés, donc à ce sujet. Il y a eu aussi l'idée de soumettre aux clients et prestataires une charte précisant la tolérance zéro concernant les comportements sexistes et sexuels envers les salariés, signée par la direction. Donc, c'est vraiment un engagement fort de la direction que de dire à ses clients et prestataires, parce qu'il y a aussi, enfin, voilà, il y a un enjeu quand même aussi de garder, de conserver ses clients, mais ils ont pris parti de dire, voilà, nous, on s'engage dans cette démarche et aucun comportement sexiste et sexuel ne sera toléré. Il y a eu aussi le fait de communiquer plus largement les procédures de signalement, le nom des référents harcèlement sexuel, l'accompagnement des victimes, l'orientation des victimes aussi vers des professionnels dédiés, donc notamment le médecin du travail, mais des associations aussi dédiées sur le sujet qui peuvent accompagner et soutenir psychologiquement et juridiquement les victimes. Limiter au maximum les réunions de travail avec les partenaires à l'extérieur des bureaux, parce qu'il y avait beaucoup de situations qui pouvaient être compliquées à vivre quand elles se déroulaient au restaurant, dans un café. Donc, ils se sont dit, voilà, déjà ça, on limite, on arrête, et donc les réunions ont lieu plutôt au sein de l'établissement, et mettre en place des affiches qui sensibiliseraient finalement les acteurs quand ils viendraient participer à des réunions dans les agences. Donc, vous voyez qu'on a toutes des actions qui sont de prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais qui sont venues répondre à des situations très précises de travail. Évidemment, ça fait partie, je l'ai lu un petit peu précédemment, mais de l'évaluation des risques psychosociaux, puisqu'en fait, dans le cadre des risques psychosociaux, ce qu'on veut prévenir, ce sont les violences et le stress. Donc là, c'est un type de violence particulier, mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait ajouter dans le cadre de sa prévention et la noter à son document unique. Et donc, vous avez, alors je passe quelques secondes puisque ça a été dit précédemment, mais tous les outils en ligne sur Internet. Donc, Virginie Nègre vous a présenté le préventomètre et les fiches techniques qui expliquent très bien justement tous les devoirs que l'entreprise a sur ces sujets et les procédures, comment elles peuvent être rédigées. Mais donc, sur la gauche, vous avez l'outil d'évaluation, donc vous pouvez d'ores et déjà aller l'expérimenter. C'est un document Excel. Et donc, ça ressemble un petit peu à l'outil Faire le point qui existe de l'INRS. Donc, vous avez un code couleur, donc allant de vert à rouge, qui vous indique un petit peu le niveau de gravité du risque en fonction de votre évaluation. Voilà, je vous laisse avec Sophie Pantel pour poursuivre le webinaire. Bonjour à toutes et tous. Donc, Sophie Pantel, je suis agent à la DRETS, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et je suis chargée de mission au sujet du plan régional santé au travail, le 4e plan. Et je co-anime aux côtés de Virginie Nègre, donc le groupe de travail santé au travail des femmes. Alors. Donc simplement rappeler que le VSST Tours, il s'inscrit évidemment dans le cadre donc du 4e plan régional santé au travail et il bénéficie aussi d'un financement État. Le VSST Tours fait suite à une première série de sensibilisation qui a été réalisée en 2023, Virginie Nègre l'a rappelé tout à l'heure, au bénéfice des préventeurs. Et ces matinales en fait que nous vous proposons prochainement sont destinées aux entreprises. Quand on dit entreprise, c'est aussi bien chef d'entreprise, mais ça peut être DRH, ça peut être membre du CSE, c'est vraiment au sens large. Elles sont organisées à partir de début février jusqu'au mois d'avril et elles se dérouleront au sein des CCI territoriales.
Elles vont être animées donc par notre prestataire, notre expert. Vous avez entendu plusieurs fois son nom, donc l'association ID3 et seront également présents à ces journées des membres du groupe de travail santé au travail des femmes. On a fait le choix de vous proposer un format qui va être très pratico-pratique. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous outiller, d'outiller les entreprises avec une durée qui sera relativement courte, mais qui va permettre d'aborder un certain nombre de sujets importants. Donc, on part sur une durée de 3 heures, entre 9h30 et 12h, et avec un temps d'échange supplémentaire en suivant, avec un petit moment plus convivial. Le format choisi aussi va permettre en tout cas, des échanges interactifs et nous allons utiliser un petit peu comme nous l'avons fait là, à l'occasion de ce webinaire. Nous allons utiliser des quiz, des sondages, nous allons, décrypter ensemble des vidéos qui vous seront proposées avec des mini situations que vous pourrez aussi, réutiliser, au sein de vos sensibilisations, au sein de vos entreprises. Nous vous présenterons aussi, des outils, en particulier, ceux qui ont été, co-construits, spécifiquement dans le cadre, de l'action, intégrer, les VSST comme un risque professionnel à part entière. Donc à l'occasion de cette matinée, vous aurez accès à une présentation à tous ces outils. Et puis, l'idée aussi, c'est de vous permettre, de bien identifier les acteurs, relais et locaux, sur lesquels vous pourrez vous appuyer ensuite pour mener des actions au sein de vos entreprises. Bien évidemment, on va réserver un temps, aux échanges et puis, on abordera évidemment les questions, que vous souhaiterez et que ou les sujets que nous n'aurions pas, pu, évoquer autour de la matinale. Alors, hop. Un mot peut-être, aussi sur le contenu, le fil conducteur qui sera le nôtre donc, à l'occasion de ce format atelier. Qui va vous permettre donc à la fois de repérer l'ampleur, qui est quand même avec un phénomène massif, de ces violences, bien prendre conscience en fait de ces violences et donc la nécessité, d'agir et l'intérêt à agir, au sein de vos entreprises. Il y aura aussi, il s'agira aussi d'intégrer les définitions légales comme un outil de compréhension, et de diagnostic et vous verrez qu'on vous montrera comment, à partir des définitions, qu'a pu, développer, Virginie Nègre au début de ce webinaire, comment à partir du cadre légal, vous allez pouvoir diagnostiquer, voire qualifier, les situations, que vous rencontrez au sein de votre entreprise. Et puis, il s'agira aussi de vous donner, les outils nécessaires pour, repérer les situations de violence et qui vont entraîner, ensuite un certain nombre de questions, auxquelles nous essayerons aussi de répondre avec vous. Comment traiter, ces questions qui vont se poser alors, à votre entreprise. Et puis, ça a été rappelé dans le cadre de l'intervention, d'Aline Neveu, il s'agira d'identifier les obligations, de l'employeur en matière de violences sexistes sexuelles au travail, d'identifier aussi, les éléments de la prévention en matière de violences sexistes sexuelles au travail. Donc nous rappellerons à la fois les 3 temps de prévention, nous aurons un focus sur informer, communiquer, sensibiliser, former et puis avec, toujours, puisque l'objectif c'est bien de travailler sur des cas pratiques, une analyse en fait de situations, de travail. Et puis, on se projettera sur, à partir de ces situations, au sein de l'entreprise, on se projettera sur les VSST dans votre entreprise avec, cet outil qui a été conçu, pour diagnostiquer, les situations de travail. Il s'agit, d'un accompagnement, au document unique d'évaluation, et de prévention, des risques avec, 3 portes d'entrée. Donc, 2 sont déjà réalisées. Une première porte d'entrée, à partir des définitions, légales, du cadre légal. Une seconde, porte d'entrée, aujourd'hui qui est réalisée, qui concerne l'organisation du travail et puis, la partie existant, j'ai, des situations de VSST et on est en train d'y travailler et l'un d'entre vous m'a posé la question. Donc, d'ici fin mars, vous devriez avoir, la fin de l'outil.
Et enfin, l'idée, c'est comment on agit, que faire, agir, qui fait quoi, le rôle des référents BSST, les partenaires, les ressources aussi qui sont à votre disposition. Donc ce sont tous ces sujets, que nous aborderons ensemble à l'occasion, de ces matinales. Avant de vous communiquer les dates, simplement vous dire qu'à l'issue de ces matinales, l'action, va se poursuivre avec, d'ores et déjà un rendez-vous que nous pouvons vous donner. C'est la date du 11 juin à 14h30 puisqu'il y aura un nouveau webinaire et nous reprendrons un certain nombre de contenus et d'éléments qui seront développés à l'occasion, du PRST Tour. Nous avons aussi une suite qui va être proposée, pour les préventeurs qui ont pu suivre, l'action, au cours de l'année, 2023. Et il s'agit bien, là aussi, de pouvoir aboutir à la création de réseaux par département, de réseaux de référents avec, un certain nombre, d'entre vous, un certain nombre de préventeurs qui se sont déjà formés, qui accepteraient en fait de constituer ce réseau, d'être, des experts, des référents pour pouvoir, accompagner, les entreprises et les former, sur, chacun des territoires. Et là, maintenant les dates, si j'y arrive, hop. Voilà. Donc là, vous avez la carte de la région, Occitanie. Donc vous voyez, c'est une, réunion, par département. Donc nous venons au plus près, du maillage, territorial et de la présence, des entreprises, sur le territoire. Nous commençons, les journées donc, la première journée à Auch, le 6 février, prochain. Et ça se terminera à Rodez le 4 avril. Pour vous inscrire, c'est facile, vous pouvez cliquer, sur le lien. Les matinales auront lieu à chaque fois soit au sein des locaux de la CCI, soit au sein de locaux de Purple Campus. Voilà, vous aurez tous les renseignements, pratiques, en vous inscrivant sur le lien, actif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, c'est matinal sur, à la fois les dates, le contenu, les objectifs et ce que vous pourrez y trouver, pour vos entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, mais je vous propose, c'est de passer du coup aux questions. Donc, j'espère que je les ai toutes bien notées. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire, d'essayer de traiter ça par ordre un petit peu chronologique, en lien avec ce qu'on a vu lors de la présentation. Donc, j'en ai noté les premières, en fait, peut-être en lien avec les définitions qui ont été proposées. Peut-être, docteur, nous rappeler la différence qu'il peut y avoir entre, j'ai noté, du sexisme bienveillant et du sexisme péjoratif. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? Donc, dans les agissements sexistes, il y a trois niveaux, que sont le sexisme bienveillant, masqué ou hostile. Donc, globalement, le sexisme bienveillant, c'est vraiment des petites... Enfin, en fait, c'est dans l'intention et dans le côté qui est disqualifiant pour la personne qu'on a un petit peu cette gradation et cette dégradation aussi de ce fait. En fait, bienveillant c'est vraiment plutôt des expressions, ma petite, mes cocos, des choses, enfin, des choses qui ressemblent un peu à des compliments. Masqué, ça ressemble à, c'est plus, bah, par exemple, les femmes savent faire deux choses à la fois et les hommes non. Donc là, du coup, les femmes savent faire deux choses à la fois, c'est du masqué. Et le côté non, ça serait plutôt de l'hostile pour les hommes. Donc en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Et le hostile, c'est vraiment de plus en plus méchant, où finalement, on va dire, bah, par exemple, du coup, mais votre enfant, il est malade, mais pourquoi vous prenez un jour de congé? Vous avez bien une femme, c'est à votre femme de prendre le jour de congé enfant malade, où on assigne un genre à ses responsabilités familiales ou à la cuisine. Donc, c'est vraiment dans le côté dégradant. Très bien, merci. Alors, il y a un anglicisme, hein. Je ne sais pas si ce terme est connu de tous, donc c'est le manspreading. Alors, voilà, je ne sais pas s'il est utilisé en France, en tout cas, et si c'est bien en lien avec les VSST.
Après, c'est Alors, si, peut-être. Clavier, tout euh, ce qui est moderne, ça. oui, oui, le lien peut se faire. En fait, le mot manspreading, c'est un mot qui est utilisé qui a été utilisé surtout pour illustrer les comportements masculins à prendre une place disproportionnée dans l'espace public, notamment le fait d'avoir les jambes assez écartées sur des banquettes de métro. Et en fait, ça a été repris dans le langage public pour définir les hommes qui vont parler de sujets très féminins à la place des femmes. Voilà. Par exemple, expliquer de manière très détaillée, hormis si la personne est gynécologue, mais comment se déroule l'accouchement et les douleurs qui en sont issues à une femme qui l'a elle-même vécu. Très bien. Pour en finir un petit peu sur la partie de définition, je vois qu'on a une question qui a été posée sur les propos LGBT. Est-ce que du coup, ça peut s'intégrer dans cette, dans ce risque professionnel? Oui, après, moi, je pense que effectivement, de toute manière, enfin, il y a un environnement en fait qui est discriminant et qui est hostile, et donc il me semble légitime de pouvoir effectivement les traiter dans cette partie-là, et de toute manière, en fait, tout ce qui permet de favoriser la communication par rapport à ce genre d'agissement ou de discrimination, mais ça permet une tolérance zéro. Et pour moi, ça rentre vraiment, c'est du RPS et ça peut rentrer dans les VSS. Très bien. Alors, j'avais une belle transition pour voilà, partir un petit peu sur les démarches de prévention, en fait. Où est-ce qu'est la limite entre les démarches RPS et ces démarches VSST, hein. Du coup, c'est une question qui avait été posée. Bon, je vous laisse apporter quelques Oui, compléments. donc en effet, j'ai pu lire dans les commentaires que la méthodologie, elle ressemblait, et vous avez totalement vu juste. On est sur une méthodologie d'évaluation du risque et non pas de repérage de situations déjà très détériorées. Donc c'est tout à fait la même philosophie. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les risques psychosociaux, c'est la prévention des situations qui amènent du stress et des violences. Les violences, elles peuvent venir des personnes au sein de son entreprise ou par des personnes qui sont plutôt à l'extérieur de l'entreprise, et elles peuvent être d'ordre sexuel ou sexiste. Donc, c'est un peu les VSST, une sous-famille des risques psychosociaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée, mais en tout cas, il y a une analogie à faire. Et d'ailleurs, on préconise de travailler l'évaluation des RPS en amont de l'évaluation des VSST. Parce que quand vous allez prendre connaissance de l'outil d'évaluation, vous allez retrouver tout un tas de sujets en lien avec les RPS. Très bien. C'est une préconisation qu'on peut faire. Merci. Peut-être en basculer sur, il y a eu quelques questions qui étaient un peu plus juridiques. Est-ce qu'on a une branche d'activité qui est peut-être plus impactée? Alors, voilà, on a cité quelques références là, d'enquête là, dans les différents supports. J'avoue que j'ai pas tous les chiffres en tête, donc je me retourne vers vous. Alors, en termes oui, on voit beaucoup de situations de VSST. Bon, alors déjà, il y a quand même la question de la non-mixité dans des milieux très, très genrés où il y a peu de mixité. Forcément, une femme et 15 hommes ou 15 femmes et un homme, on sait que ça crée une situation de plus de vulnérabilité. Après, dans des métiers, je pense notamment aux aides à la personne, toutes les aides à domicile, où il y a des contacts très privilégiés avec les patients. On voit beaucoup d'agressions sexuelles, notamment. Après, je pense qu'on a tous des exemples, selon nos casquettes de structures, enfin, en tout cas de secteurs d'activité qui vont. Mais globalement, pour le coup, moi, j'interviens dans des structures avec des typologies d'activités très, très différentes, et c'est le sujet vraiment de tout le monde, hein. Il peut y avoir une dominance. Pour compléter, en fait, de l'instant où on assimile la femme ou l'homme à une femme objet ou à un homme objet,
en fait, on est plus à risque de violences sexistes et sexuelles au travail. Et il y a une enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès qui montre, donc, du coup, il y a 10% de femmes qui estiment avoir eu un rapport sexuel forcé dans leur activité. Donc, moi, je trouve déjà le chiffre énorme. Et quand on s'intéresse à la typologie de l'activité, et par exemple sur des postes d'hôtesse d'accueil ou sur des postes où la tenue vestimentaire est plutôt tailleur-talon, mais globalement, ça passe à 30% de rapports sexuels forcés que disent les femmes. Donc, au-delà du secteur, c'est la manière dont on considère les différents genres. Très bien, merci pour ces compléments. Du coup, il y avait une question spécifique en fait, plus sur le volet juridique maintenant, sur qui c'est qui a potentiellement le pouvoir disciplinaire lorsqu'il y a agissement sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc cyberharcèlement. Alors, cyberharcèlement, ça dépend. Est-ce que c'est au sein Je de suppose que c'est l'entreprise, en hors lien avec les entreprise? VSST. On va Oui, rester donc, dans le cadre de l'entreprise du coup et ben, potentiellement sur des actions voilà, cyberharcèlement en c'est lien avec notre sujet. une forme de harcèlement qui peut être sexuel au sein de l'entreprise. Donc, le pouvoir disciplinaire, il appartient toujours à l'employeur. Je veux dire, c'est juste les modalités de communication qui changent. En salle de pause, on affiche des calendriers de femmes ou d'hommes nus ou qu'on envoie un message à tous ses collègues avec des blagues obscènes, finalement, il n'y a que le mode de communication qui change. Le pouvoir disciplinaire, il est à la main de l'employeur. Très bien. Du coup, ça me permet de faire un petit peu le lien avec les diagnostics maintenant. En fait, est-ce qu'il y a une méthodologie différente de repérage ou d'analyse en fonction qu'une plainte ait été déposée ou pas? Alors, la voie disciplinaire et la voie pénale sont deux voies différentes, l'une ne se substituant pas à l'autre. Je veux dire, l'employeur, il a une obligation de prévention, il a une obligation aussi d'accompagnement des victimes, il va faire une enquête. Donc, Madame Neveu vous a bien expliqué la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, ça, c'est des obligations. Il doit nommer un référent harcèlement sexuel dans les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, voilà, il a un certain nombre d'obligations auxquelles il doit répondre. Si à l'issue de l'enquête, effectivement, constate qu'il y a eu du harcèlement sexuel ou des agissements, enfin une agression sexuelle, il peut sanctionner, ce qui n'empêche pas la victime de porter plainte, ce qui n'empêche pas, voilà, une enquête éventuellement dans le cas de harcèlement sexuel de l'inspection du travail. Donc l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Donc le fait qu'il y ait une plainte au pénal ne dédouane pas l'employeur de ne pas prévenir ce risque et de pas le traiter. Oui, je pense que dans tous les cas, il y aura, il y a la prévention primaire, ce qui a été présenté, qui doit être fait par l'employeur. Et si jamais, voilà, c'est pas suffisant et qu'il y a vraiment une plainte qui est déposée par la personne, dans tous les cas, l'analyse qui a été faite dans l'entreprise sera demandée par les services qui vont mener l'enquête pour compléter et voir la plainte, en fait. Enfin, dès lors que l'employeur, enfin, on est dans une situation, effectivement, il y a toute cette notion d'évaluation des risques professionnels, de prévention des risques, mais il y a aussi une notion, il y a une alerte de la part des représentants du personnel ou d'un salarié sur une situation potentiel de harcèlement sexuel, par exemple, là, l'employeur, il doit mener une action, mener une enquête, normalement en associant les représentants du personnel au sein de l'entreprise, pour voir si ces constats sont avérés. Si c'est le cas, il a un pouvoir disciplinaire qui va de l'avertissement en passant par la mise à pied jusqu'au licenciement. Donc, il y a vraiment tout un panel de sanctions possibles, mais dès lors qu'il a averti, il n'y a pas besoin que les pouvoirs publics lui demande d'effet, il doit le faire. Je vais même aller plus loin, il doit le prévenir. C'est-à-dire quand on arrive à une situation où on signale un fait, ça veut dire que peut-être toutes les actions de prévention qui devaient être faites au départ
n'ont pas abouti ou n'ont pas été faites. Voilà. Donc nous, notre objectif dans le groupe, c'est évidemment de prévenir ce type de situation, mais on vous propose aussi tout un panel d'outils pour pouvoir mener à bien une enquête, accompagner la victime, mais aussi entendre le potentiel harceleur. Mais je vais laisser la main au docteur Yamarkova parce qu'elle souhaite s'exprimer également. Oui, en fait, effectivement, il y a ce volet juridique. Et au-delà de ça, en fait, dans une entreprise, quand il y a eu un cas, un signalement, en fait, au-delà de l'enquête, c'est important de communiquer aussi sur cette enquête parce que souvent, en fait, ben, effectivement, il y a il y a des comportements assez claniques, il y a les pros et les anti. Et donc, ça peut être important de revenir justement aux définitions pour que, éventuellement, s'il y a eu sanction ou pas sanction, on comprenne en fait pourquoi il y a eu de la part de l'entreprise telle ou telle décision qui a été prise. Mais en tous les cas, c'est important de communiquer aussi sur les résultats de l'enquête, surtout quand c'est des petites entreprises où effectivement le bouche à oreille fait que tout le monde le sait, même si on n'en parle pas officiellement. Et j'allais rajouter, c'est important aussi de former l'encadrement de proximité, l'encadrement général à la détection de ce type de situation pour pouvoir ben, mettre en place les moyens nécessaires le plus rapidement possible, quoi. Et associer évidemment les représentants du personnel, hein. Voilà. Dans les grosses entreprises, c'est vrai que normalement, je dis normalement, ça doit être le cas de toute façon, il y a un référent. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, avoir associé les représentants du personnel. Pour les référents harcèlement sexuel, il y en a deux types. Donc, il y a le référent harcèlement sexuel CSE pour les entreprises de plus de 11 salariés, pour les entreprises de plus de 250. En plus, il y a un référent harcèlement sexuel direction. Très bien. Mais je pense que vous avez en fait répondu aux questions suivantes, notamment celles sur les réponses disciplinaires et les sanctions qui pouvaient être apportées. Il y avait une question sur l'outil maintenant, voilà, qui ressemblait beaucoup à quelque chose de l'évaluation des risques pro, mais on y est dedans en fait. Donc c'est normal qu'il y ressemble. Voilà, et tous les liens en fait sont sur le site du PRST4. Et comme ça vous l'a été précisé, si des fois les liens ne fonctionnent pas directement, il faut juste les copier pour éviter les pare-feux. Voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Juste pour préciser qu'en tous les cas, si le support vous sera envoyé et les liens ils seront actifs dans le support, en fait, c'est peut-être possible que directement là, vous n'ayez pas pu y accéder, mais tous les liens seront actifs sur le support. Je vois que Virginie Nègre veut compléter. Oui, moi j'avais juste envie de dire qu'il y a beaucoup de questions autour de ces sujets, que ce soit sur les définitions, sur ce que doit faire l'employeur. Et vraiment, je vous invite à vous inscrire dans ces actions de sensibilisation. Il y en a une par département. C'est 3 heures et on va pouvoir justement peut-être approfondir certains points avec vous. C'est tout l'intérêt. Et puis aussi d'aller vers votre référent de proximité, hein, préventeur de proximité. Mais ce VSST Tour, il est vraiment conçu pour ça, pour discuter, pour échanger avec vous autour de ces notions qui ne sont pas faciles à appréhender, hein. Donc, je viens de lancer donc le questionnaire de satisfaction en tant que vous êtes encore en ligne. Oui, voilà. Donc les CCI territoriales en fait vous accueillent pour ces étapes. Donc, tous les liens seront actifs pour vous inscrire. Dans tous les cas, chaque site de votre CCI, donc il y a une page spécifique sur cet événement. Donc, vous allez dans la partie agenda, vous tapez VSST dans le moteur de recherche de votre CCI et vous allez y tomber directement dessus. Voilà, vous aurez toutes les dates ici. Donc, un accueil à partir de 9h jusqu'à démarrage 9h30 jusqu'à 12h30 et suivi d'un voilà, moment convivial où vous pourrez échanger avec vos interlocuteurs locaux. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de messages dans le chat pendant que je lançais le questionnaire. Alors oui, les collectifs
territoriales, pardon, les collectivités territoriales peuvent participer hein, aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est priorité cible, c'est l'entreprise, mais on ferme pas les portes. Hein. Il suffit juste de vous inscrire, en fait. Voilà. Et donc, je sais pas, je vois que certains demandent en fait des références locales, des choses comme ça. Sachez que sur chaque étape, en fait, il y aura un document qui sera transmis avec les coordonnées en fait des interlocuteurs. Ça, c'est prévu. On a identifié en fait les interlocuteurs locaux et on vous remettra un petit document avec les coordonnées. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci de votre participation. Donc voilà, ben, on compte sur vous pour une participation sur ces matinales, donc VSST Tour, qui débute donc le 6 février à Auch. Voilà, et du coup, ben, on fera un webinaire le 11 juin prochain pour vous présenter ben, les principaux éléments qui sont ressortis de ces matinales et la suite qu'on peut donner à cette action. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.